Bonjour à tous, bienvenue au webinaire aujourd'hui. Je suis votre animatrice Megan Enriquez. Bien des investisseurs cherchent constamment à tirer le profit de leur argent. C'est ce qui en amène certains à se tourner vers les options. La vente d'options permet de tirer un revenu supplémentaire des actions déjà détenues. C'est un peu comme si votre portefeuille offrait un 2 pour 1. À première vue, ça peut sembler intéressant. Sauf que ce n'est pas nécessairement aussi facile qu'il y paraît. Négocier des options peut exiger beaucoup de temps, d'efforts et de connaissances, sans parler du budget. Certains investisseurs pourraient donc hésiter à se lancer eux-mêmes. Mais n'allez pas croire que les options sont complètement hors de leur portée. De fait, il est possible de tirer un revenu d'options sans même vérifier une chaîne d'options ou le prix d'exercice. Le webinaire d'aujourd'hui explique comment. Pour l'occasion, je reçois Erika Toth, directrice des FNB à BMO. Elle est responsable aux ventes aux institutions et conseiller pour l'Est du Canada des FNB à BMO. Elle enseigne aux investisseurs institutionnels comment fonctionnent les FNB. Elle va présenter une approche passive pour tirer un revenu des options et certains facteurs à considérer avant de se lancer ou non. Erika, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup pour l'invitation, Megan. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Ah, parfait, merci encore. Alors, pour commencer, je propose un jeu questionnaire à l'auditoire. Selon une étude commandée par la Chicago Board Options Exchange en 2012, deux stratégies d'options ont permis de surpasser le rendement de l'indice S&P 500 sur une période de 25 ans, de 1986 à 2011. Quelles étaient ces stratégies? Nous révélerons la réponse à la fin de notre présentation. Restez des nôtres. Bon, entrez dans le vif du sujet. Les options. La vente d'options est l'une des nombreuses façons de générer un revenu dans son portefeuille. Mais pourquoi un investisseur préférerait-il cette stratégie à une autre? Megan, les investisseurs peuvent être déçus du rendement d'un portefeuille d'actions et d'obligations traditionnelles, puisque les taux d'intérêt demeurent historiquement quand même faibles. Oui, ils sont à la hausse cette année, mais historiquement quand même faibles. Et on a aussi l'inflation qui est très élevée en ce moment. On a aussi des investisseurs qui sont retraités ou semi-retraités et peuvent trouver que le revenu mensuel que leur portefeuille produit n'est pas assez élevé pour couvrir leurs dépenses. Donc, un revenu d'option peut compléter d'autres sources de revenus du portefeuille, comme les dividendes ou comme les paiements d'intérêt des obligations. Donc, si on vend une option sur un titre qu'on détient déjà dans notre portefeuille, ce revenu provenant de l'option est traité habituellement comme un gain en capital. Donc, le revenu produit par les options s'est imposé à un taux moindre qu'un revenu régulier et ils sont donc une source de revenus très, très avantageuse sur le plan fiscal. Certaines stratégies permettent de tirer profit des options, quelles soient les conditions du marché. Et en fait, plus le marché est volatile, plus les primes d'options sont élevées. Et avec les stratégies de vente d'options, on transforme la volatilité du marché dans une source de revenus. Ah, c'est intéressant tout ça. Alors, historiquement, comme les revenus peuvent être décevants, avec cet ajout de sources de revenus dans le portefeuille, ça peut vraiment attirer de nombreux investisseurs. Toutefois, négocier des options n'est pas aussi simple que d'investir dans des actions ou des obligations, par exemple. En quoi consiste le travail du négociateur d'options? Megan, la gestion des positions sur les options, ça peut nécessiter beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de savoir-faire. Par exemple, un investisseur voudra sans doute avoir une compréhension raisonnable de la dynamique des marchés boursiers, la psychologie de l'investisseur et aussi du comportement des marchés et au moins une connaissance sommaire des variables grecques dans la gestion des options.
Et il peut aussi falloir beaucoup de temps pour déterminer quelles options à négocier en premier. Et l'investisseur doit aussi décider quel sous-jacent négocier. Le prix d'exercice de l'option et la date d'échéance de l'option. Donc, il y a beaucoup de variables à considérer. Et il faut aussi gérer continuellement ces positions et les suivre de près, décider le moment pour liquider certaines positions et aussi le moment d'en renouveler. Donc, il y a beaucoup de variables à considérer. Merci beaucoup, Erika. Alors, pour faire un peu un sommaire, comme vous l'avez dit, ça prend beaucoup de temps, d'efforts et de savoir-faire. Alors, pour négocier des options, l'investisseur doit souvent utiliser ce qu'on appelle une marge afin de maximiser les fonds à sa disposition. Il peut ainsi acheter des positions plus importantes, mais il s'expose à plus de risques. Pourquoi les options pourraient-elles ne pas convenir aux investisseurs au budget plus modeste? Megan, la négociation sur marge, ça peut accroître considérablement le potentiel de profit, mais aussi le niveau de risque pour l'investisseur, dépendamment du type d'opération exécutée. Par exemple, il pourrait avoir besoin de milliers de dollars pour couvrir une option qu'il a vendue si elle est assignée au contrat avant l'échéance. Pour les investisseurs aussi au budget plus modeste, ils devraient éviter cette situation parce qu'elle pourrait les obliger à vendre d'autres positions qu'ils détiennent ou à transférer plus d'argent dans leur compte pour couvrir la position si elle n'est pas facilement accessible. L'autre considération, c'est que pour écrire ou pour vendre une option, il faut détenir au moins 100 parts de l'action. Donc, ça peut être très coûteux et beaucoup d'investisseurs au budget modeste n'ont pas de manière à détenir 100 parts du même titre pour être en mesure de vendre un contrat d'option. Donc, c'est une autre raison pour laquelle les FNB d'options sont très pratiques pour les investisseurs avec un budget plus modeste. L'autre point que j'ajouterais, Megan, c'est que l'ouverture d'une compte de marge, ça peut exiger que l'investisseur dispose d'une somme importante en espaces ou sous forme en titre à garantir en cas d'assignation des contrats à options. Et aussi, l'autre point, c'est pas tous les investisseurs qui sont éligibles pour ces genres de comptes sur marge. Il faut non seulement un certain niveau de liquidité, mais aussi un niveau de connaissance approfondie sur les marchés et plusieurs années d'expérience en négociation. Donc, c'est un autre point à considérer que pas tous les investisseurs sont éligibles pour avoir ce genre de compte à marge. Oui, je pense que c'est important pour nos investisseurs de comprendre que d'avoir ou utiliser la marge, c'est pas nécessairement pour tous les investisseurs. Ah, c'est ça. Alors, la négociation d'options exige, comme vous l'avez dit, une certaine pratique et ça comporte un degré de risque avec lequel tous les investisseurs ne sont pas nécessairement à l'aise. Cela dit, ceux qui cherchent à tirer parti du potentiel de revenus des options sans les négocier activement peuvent envisager un placement comme un FNB d'options d'achat couverte. Comment ces produits fonctionnent-ils en gros? Megan, les FNB d'options d'achat couverte proposent une solution de gestion plus simple. Donc, l'investisseur n'a pas à utiliser sa marge ou à négocier activement les options lui-même. L'investisseur se contente d'acheter des parts du FNB pour participer à la stratégie d'options d'achat couverte. C'est le gestionnaire du fonds qui va acheter les actions sous-jacentes du FNB. Typiquement, ce sont des sociétés de très bonne qualité dont les dividendes ont toujours été solides ou même en augmentation. Et ensuite, le gestionnaire va vendre les options d'achat couvertes sur la moitié de ses placements dans le cas des FNB BMO. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Tous les frais qui sont liés à la négociation d'options sont inclus dans le frais de gestion que l'investisseur paye pour détenir le fonds. Un FNB d'options d'achat couverte génère un revenu
dans deux façons. Premièrement, l'investisseur reçoit les primes en vendant des options d'achat couvertes sur les actions détenues dans le portefeuille. Et ce revenu est versé sous la forme de distribution. Habituellement, c'est sur une base mensuelle dans le cas des FNB BMO. Et deuxièmement, le FNB verse aussi les dividendes des actions sous-jacentes au porteur. Les FNB d'options d'achat couvert peuvent attirer les investisseurs au budget plus modeste, comme on a déjà dit, qui pourront acheter des actions du fonds à un coût relativement faible sans s'inquiéter aux risques associés aux opérations de marge ou à l'insuffisance de fonds pour couvrir les positions sur les options en cas d'assignation. Et l'autre avantage, c'est que l'investisseur détient un panier de titres. Il sera mieux diversifié. Ça réduit le risque d'être concentré dans une compagnie spécifique parce qu'on détient un panier de titres, on réduit le niveau de risque global. Donc, c'est un autre point assez important pour souligner. Oui, c'est important de comprendre parce que vous avez raison. Avec les actions, il faut en acheter 100 au moins pour pouvoir rentrer dans une position. Mais là, avec les FNB, il y a cette diversification instantanée. Alors, ça peut être un bon moyen pour les investisseurs au budget modeste. Examinons de plus près la stratégie d'option d'achat couverte, l'une des façons courantes de générer un revenu. Comment la stratégie fonctionne-t-elle? Donc, premièrement, Megan, une option d'achat confère à l'acheteur le droit, mais non l'obligation d'acheter sans action du titre sous-jacent à un prix d'exercice prédéterminé au plus tard à la date d'échéance, en échéance d'une prime versée au vendeur. Et le vendeur est tenu de vendre sans action du titre sous-jacent si l'acheteur exerce son droit. Si le cours de l'action sous-jacente dépasse le prix d'exercice, l'acheteur va exercer son droit comme il peut acheter les actions à un prix inférieur au taux du marché. Le vendeur va conserver la prime que l'acheteur décide d'exercer le contrat ou de le laisser expirer. Et les primes sont généralement plus élevées lorsque le prix d'exercice d'une option est au cours, c'est-à-dire près du cours actuel de l'action sous-jacente au moment de la vente. Et dans ce cas-là, il est probable que l'acheteur va exercer l'option. Et à l'inverse, les primes sont généralement plus faibles lorsque le prix d'exercice est hors cours, c'est-à-dire loin du cours actuel du titre sous-jacent au moment de la vente. Et dans ce cas-là, il y a moins de chances que l'acheteur va exercer l'option. Je pense que oui, c'est important pour que nos investisseurs connaissent la base pour savoir est-ce que c'est pour moi ou non. Mais là, revenons au FNB d'options d'achat couverte. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un FNB d'options d'achat couverte? Megan, il y a beaucoup d'avantages. L'avantage de la stratégie d'option d'achat couverte, c'est qu'elle permet aux vendeurs de se faire payer un prime sur un actif qu'il détient déjà dans son portefeuille. Cela s'ajoute à tous les gains réalisés sur la croissance des actions au moment de leur vente, en plus de tous les revenus des dividendes qu'elles pourraient rapporter. Un autre avantage, c'est que les FNB d'options d'achat couverte sont généralement diversifiés, comme on a déjà mentionné, ce qui limite vraiment le risque global du portefeuille. Et de plus, le revenu qui est généré par les options est habituellement imposé comme un gain en capital. C'est plus efficace que le revenu de dividende ou les revenus réguliers en point de vue fiscal. Donc, très fiscalement avantageux. En termes des inconvénients, c'est le vendeur risque d'avoir à céder ses actions à un prix d'exercice, à le prix d'exercice en cas d'assignation. Et par conséquent, le vendeur devrait renoncer à la différence entre le prix auquel il a acheté les actions et le prix auquel il doit les vendre. Par exemple, s'il a payé les actions à 10 et qu'elles ont monté à 15 il doit les vendre à 12 si l'option est exercée. Donc, dans ce cas-là, il perdra 3 à l'action. Donc, cette stratégie, ça peut limiter les gains. Et voilà la raison pour laquelle nous vendons, nous, à la BMO, dans nos FNB, on vend seulement des options sur la moitié
de nos portefeuilles parce qu'on veut capturer 100% de la hausse au moins sur la moitié de notre portefeuille et on limite moins nos gains avec cette façon de faire. Historiquement, une stratégie d'option d'achat couverte peut donner des meilleurs rendements dans une période d'instabilité ou de risque accru sur le marché lorsque les actions soient fondues sur place ou sont à la baisse. Et c'est que lorsque les actions font du sur place ou sont à la baisse, moins d'options d'achat couvertes vendues seront assignées. Aussi, le vendeur, dans ce cas-ci, le FNB, le fonds, va conserver les actions et tout paiement de dividendes prévu, ainsi que la prime qui est reçue à la vente d'options d'achat couvertes. Et en revanche, la stratégie d'option d'achat couverte est généralement moins avantageuse lorsque le marché est en hausse stable. C'est que lorsque les actions montent, un plus grand nombre d'options d'achat couverte vendues sur les actions sous-jacentes font l'objet d'une assignation. Les actions seront vendues aux acheteurs d'options d'achat à un taux inférieur au cours actuel du marché et ça peut diminuer les rendements du FNB. Donc, c'est ce genre de stratégie, pour faire sommaire, ça a tendance à être plus rentable dans un marché volatile ou baissier et moins rentable dans un marché qui est à la hausse, fortement à la hausse. Ouais, je pense que nos participants de ce webinaire vont prendre ça en note pour vraiment savoir quand c'est avantageux ou pas. Euh, les FNB d'options couvertes combinent, comme vous l'avez dit, revenus d'options et gains issus de toute appréciation des actions du fonds. Mais comment les investisseurs peuvent-ils déterminer l'équilibre entre les deux dans un FNB? Donc, tout d'abord, Megan, il faut comprendre que les FNB d'options d'achat couverte offrent un potentiel de gain moindre sur les actions qu'un FNB d'actions standard. C'est que certains des options d'achat offertes par le gestionnaire du fonds seront nécessairement assignées et que, par conséquent, certaines des actions sous-jacentes seront vendues à un taux inférieur au cours actuel du marché. Autrement dit, il faudra renoncer à une partie du profit à la hausse. Donc, toutefois, les FNB d'options d'achat couverte produisent généralement un revenu régulier plus élevé. Donc, tout dépend de la priorité de l'investisseur. Si c'est un investisseur qui a besoin de ce revenu mensuel excédentaire, c'est une solution excellente pour ce profil d'investisseur. J'ajouterai aussi la fréquence à laquelle le fonds vend les options d'achat couvertes. C'est l'un des principaux facteurs qui détermine l'équilibre entre la croissance et des actions et le revenu versé. Plus le nombre d'options d'achat vendues est élevé, plus le revenu augmente, mais plus le risque de plafonnement de la croissance des actions s'accentue. Les gestionnaires des fonds de BMO adoptent une approche rigoureuse. Ils maintiennent une répartition 50-50 entre le revenu et la croissance, quelles soient les conditions du marché. Et par conséquent, la moitié du portefeuille vendra des options d'achat couvertes et l'autre moitié, on va participer à 100% dans la croissance des actions sous-jacentes. Il y a d'autres fournisseurs de FNB qui peuvent donner à leurs gestionnaires plus de latitude pour vendre des options d'achat comme bon leur semble. Mais pour nous, c'est une approche très simple, très rigoureuse. C'est environ 50-50 en termes de la croissance et du revenu. Aussi, on a mentionné déjà brièvement, mais le niveau de volatilité des marchés, c'est également un facteur qui va déterminer la répartition entre le revenu et la croissance d'un FNB d'options d'achat couvertes. Lorsque la volatilité est très forte, les options d'achat se vendent à des prix d'exercice plus élevés. Et lorsque la volatilité est faible, les options d'achat se vendent à des prix d'exercice qui rapprochent du cours. Donc, comme j'ai dit, on a une approche 50-50, mais les gestionnaires de portefeuille peuvent aller écrire des options sur 55% du portefeuille si les marchés sont plus volatiles et si on veut vraiment on veut prendre avantage de cette volatilité et se faire payer ces primes
plus élevés, par exemple. Merci beaucoup, Erika. Je pense que ça aide beaucoup à nos investisseurs de vraiment comprendre comment ça peut être réparti et comme ça, ils peuvent choisir, OK, est-ce que je préfère avoir ce rendement un peu plus stable et plus élevé ou est-ce que je veux ce gain? Euh, alors, il faut vraiment choisir avec ce qui est mieux pour vous et votre profil d'investisseur. Supposons que l'investisseur souhaite maximiser le revenu tiré d'un FNB d'option d'achat couverte. Comment déterminer le FNB qui lui convient le mieux? D'abord, Megan, un investisseur doit être prêt à sacrifier une portion de la croissance des actions au fond au profit d'un revenu plus élevé issu des options vendues. Les investisseurs peuvent rechercher des FNB offrant des options d'achat couvertes sur un pourcentage élevé des placements du portefeuille. Les investisseurs peuvent également se tourner vers des FNB qui vendent plusieurs de leurs options d'achat couvertes au cours ou tout près. Et en effet, les options d'achat au cours sont généralement assorties de primes plus élevées parce que l'acheteur est plus susceptible d'exercer l'option. Pour obtenir ces genres de renseignements, les investisseurs peuvent consulter le prospectus du FNB sur le site web du fournisseur. En général, lorsque la volatilité est forte, les primes augmentent car les acheteurs d'options d'achat sont généralement plus disposés à payer davantage pour obtenir un prix d'exercice qui leur convient. Parfait. Alors, pour avoir cette information, le prospectus et habituellement, les sites web ont aussi beaucoup d'informations à propos des FNB, etc. Par ailleurs, tous les FNB comportent des frais de gestion facturés aux investisseurs. Comment les frais de gestion des FNB d'options d'achat couvertes se comparent-ils à ceux des autres FNB sur le marché et à la négociation personnelle d'options? C'est une très bonne question, Megan. Les frais de gestion des FNB de vente d'options d'achat couverte de BMO sont environ 65 points de base ou 0,65 et se comparent à ceux d'autres fournisseurs de FNB similaires. Le rendement des FNB d'options d'achat couverte de BMO est indiqué après déduction du ratio frais de gestion ou la RFG et nous visons une distribution uniforme d'un mois à l'autre plutôt que les versements plus irréguliers. Et au moment de cet événement, nos FNB de stratégie de vente d'options distribuent en moyenne 6,8 Le frais de gestion est également concurrentiel par rapport aux RFG de nombreux autres FNB qui utilisent des stratégies plus complexes. Toutefois, nos FNB d'options d'achat couverte sont habituellement plus chers que les FNB indiciels en raison de la gestion active exercée par un gestionnaire de fonds avec les options. Les investisseurs doivent vérifier de près les FNB d'options d'achat couverte qu'ils envisagent d'acheter. Certaines contiennent d'autres FNB et ça peut ajouter un autre palier de frais. Les FNB de vente d'options couvertes de BMO n'ont pas ce second palier de frais, contrairement à certains d'autres fournisseurs. Donc, il faut vérifier avec le fournisseur s'il y a un deuxième palier de frais, s'ils détiennent d'autres FNB à l'intérieur du FNB. Et pour savoir, ils peuvent consulter soit avec le fournisseur ou avec le prospectus du FNB sur le site web du fournisseur pour connaître le détail de tous les frais. Selon le nombre d'opérations sur options exécutées chaque mois, il pourrait être plus rentable de détenir le FNB d'options d'achat couvert au lieu de le faire soi-même pour éviter de payer ses frais directement, tout en percevant les primes d'opération. Puisqu'on gère un très grand montant dans nos FNB, nous profitons d'une tarification institutionnelle et on fait profiter nos investisseurs de cette tarification institutionnelle. Merci, Erika. Alors, si j'ai bien compris, les frais de gestion sont concurrents avec de nombreux autres FNB, mais c'est un peu plus cher que les FNB indiciels parce que les autres sont plus passifs que ceux des options. Avec tout ce que nous savons maintenant, à quel type d'investisseurs les FNB d'options d'achat couvert peuvent-ils convenir et comment peuvent-ils s'intégrer au portefeuille?
Donc, Megan, les FNB d'options d'achat couverte peuvent constituer un placement de base pour les investisseurs qui souhaitent vraiment maximiser le revenu de leur placement. Ces FNB présentent généralement un risque plus faible lié aux actions que les fonds d'actions traditionnels. Les investisseurs peuvent aussi utiliser les FNB d'options d'achat couverte pour couvrir le risque de leur portefeuille en période de turbulence des marchés, comme on voit en ce moment. Ils peuvent aussi profiter des primes plus élevées généralement versées par ces genres de FNB pendant les périodes de forte volatilité pour compenser certaines baisses de prix dans d'autres composantes de leur portefeuille. Par exemple, les investisseurs peuvent également utiliser les FNB d'options d'achat couverte pour accroître leurs revenus de leur portefeuille d'actions à long terme. Certains investisseurs peuvent pas se disposer des fonds pour acheter au moins 100 parts de ces actions qui sont très coûteuses. Comme j'ai mentionné tantôt, il faut détenir au moins 100 actions du titre sous-jacent pour être capable de vendre un contrat d'option. Les investisseurs peuvent également utiliser les FNB d'options d'achat couverte qui détiennent les actions américaines ou internationales pour obtenir une exposition facile à ces marchés en complément d'un portefeuille à dominante canadienne. Merci beaucoup, Erika, pour toutes ces informations, ce qui nous mène à notre dernière question. Quels sont les principaux facteurs dont les investisseurs doivent tenir compte pour déterminer si un FNB d'option d'achat couverte leur convient? Donc, Megan, certains investisseurs choisissent le FNB d'options d'achat couverte qui leur offre le meilleur rendement. Mais toutefois, il est important de comprendre dans quelle mesure ce rendement peut durer. Par exemple, la stratégie de négociation d'options du fonds peut permettre de dégager un rendement supérieur dans certaines conditions du marché, mais produire un rendement inférieur dans d'autres. Le rendement du fonds peut aussi être élevé parce que ses actions ont chuté fortement, par exemple, ce qui pourrait faire augmenter le rendement de dividendes en termes de pourcentage. Toutefois, les dividendes versés risquent davantage de diminuer si les sociétés en cause éprouvent des difficultés financières. Dans leur recherche sur les FNB d'options d'achat couverte, les investisseurs peuvent souvent se poser les mêmes questions sur la durabilité des dividendes que dans le cas d'une action à dividendes. Un autre aspect à considérer, c'est la fréquence à laquelle le FNB d'options d'achat couverte distribue ce revenu aux investisseurs. La question est très importante pour les investisseurs qui doivent tirer un revenu stable de leur placement, comme les retraités. Un autre facteur à considérer, c'est l'impact possible des placements du FNB d'options d'achat couverte sur l'exposition du portefeuille à certaines catégories d'actifs, certains secteurs d'activité ou certaines régions. Par exemple, un investisseur qui est déjà fortement axé dans les actions technologiques dans leur portefeuille pourrait être plus exposé qu'il ne souhaite à ce secteur s'il achète également un FNB d'options d'achat couverte à forte pondération technologique. Donc, il faut absolument regarder les expositions, les secteurs, les noms que détient le FNB d'options d'achat couvert pour comprendre l'impact si on l'ajoute à son portefeuille. Merci beaucoup, Erika, d'avoir pris le temps de discuter avec nous, mais on n'a pas encore fini. On va avoir la période de questions en direct qui va commencer bientôt, mais avant, on va faire une petite démonstration. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut trier pour les options d'achat couvert pour les FNB dans Courtier Web. Alors pour ça, dans Courtier Web, on va utiliser notre menu principal, aller en dessous de Recherche, ensuite Outils et on va utiliser Sélection. Ça va nous mener à notre outil de triage pour différents types d'investissements. Pour cet webinaire, on va parler des FNB. Alors, il faut qu'on change d'anglais à la place de regarder en dessous d'Action. Il faut qu'on change pour aller en dessous de FNB. D'ici, on va se créer un triage personnalisé. Alors, on va simplement cliquer ici.
Alors, maintenant qu'on est sur la page triage des FNB, on a plusieurs critères qu'on peut choisir et ce qu'on voit, c'est par défaut, on a déjà critères de pays. Où est-ce qu'on veut soit le FNB au Canada ou aux États-Unis. Alors, on va choisir Canada et l'autre chose qu'on va ajouter à notre outil de triage, s'il faut qu'on change à la place d'être dans sommaire, on va aller dans distribution et on va ajouter taux de distribution. La raison pour cela, c'est que pour la plupart, les FNB qui sont pour les options d'achat couvertes vont verser un taux de distribution plus élevé habituellement. Alors, on peut toujours lire et voir la description des critères. Par la suite, on va cliquer pour ajouter un critère. Et de là, on va choisir le taux le plus élevé. Autre chose, c'est qu'en bas, ça inclut les fonds communs de placement ou les fonds mutuels et les FNB. Pour aujourd'hui, on veut seulement trouver les FNB. Alors, on va désélectionner celui-là et là, on a seulement 266 résultats comparativement à tantôt. Alors, ici, vous pouvez voir tous les résultats qui sont venus. On peut sélectionner d'après ceux qu'on recherche. Alors ici, on peut voir Covered Call. Alors là, je fais juste choisir au hasard. Mais ce qu'on peut faire aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi comparer un avec l'autre. Alors, on peut choisir jusqu'à 5 et par la suite, on peut cliquer Comparer. De là, on peut voir différents critères. Alors, on peut voir la valeur liquidative, on peut voir les ratios de frais de gestion et beaucoup plus. Dès qu'on décide de choisir celui qui nous intéresse, on peut simplement du haut cliquer sur le symbole. Alors, par hasard, je vais choisir le premier, CI Energy Giant Covered Calls. On clique dessus et on va voir c'est ça qui va apparaître. Et si on voulait voir plus de détails sur cet FNB-là, on va simplement cliquer sur Sommaire en dessous de notre graphique. Dès que ça nous mène à notre page de sommaire, il y a beaucoup d'informations sur cette FNB-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut juste regarder de plus bas la catégorie d'actifs. Alors ici, on peut voir qu'il y a actions américaines et internationales. Et c'est pas surprenant, cette fois-là, on regarde 100% en énergie. Et si je ne me trompe pas, celui-là, c'était GI Energy Giants. Alors, c'est normal que ce secteur-là soit principalement pour l'énergie. On va continuer. Alors, ici, on peut avoir les régions géographiques. Et si c'était quelque chose qui nous intéresse, on a aussi les 10 principaux titres qu'il y a dans cette FNB-là. Alors, si vous voulez en savoir plus et vérifier la stratégie pour cette FNB, regardez le site web du fournisseur et vous pouvez aussi lire le prospectus. Nous espérons que cette démonstration vous sera utile si vous souhaitez en savoir plus sur les FNB d'options d'achat couvertes. Une dernière chose avant de passer à la période de questions. La réponse à notre jeu questionnaire. À titre de rappel, la question était: selon une étude commandée par la Chicago Board Options Exchange en 2012, deux stratégies d'options ont permis de surpasser le rendement de l'indice S&P 500 sur une période de 25 ans, de 1986 à 2011.
Quelles étaient ces stratégies? Voilà la réponse au jeu questionnaire. La vente d'options d'achat couvertes et d'options de vente garanties par des fonds. L'étude a révélé qu'une stratégie consistant à vendre au cours des options d'achat couvertes sur l'indice S&P 500 durant la période de 25 ans allant du 30 juin 1986 au 31 décembre 2011 a généré un rendement de 830. Parallèlement, une stratégie consistant à vendre au cours des options de vente garanties par des fonds sur l'indice S&P 500 durant la même période a généré un rendement de 1153. En comparaison, l'indice S&P 500 a affiché un rendement de 807. Les deux stratégies d'options ont également enregistré une volatilité inférieure d'environ 30 à celle de l'indice S&P 500. OK, Erika, passons à la période de questions en direct. Allons-y.